Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle frottait le sol pendant que ses frères mangeaient, puis un millionnaire change sa vie. Dans une banlieue poussiéreuse de Détroit, là où les routes sont parsemées de nids de poules et les maisons semblent ployer sous le poids du temps, se trouvait une ruelle oubliée des GPS et des services municipaux. Au bout de cette impasse craquelée, cachée derrière une clôture rouillée et des buissons desséchés, se dressait une maison aux volets branlants, aux toits troués, aux briques noircies par les hivers successifs. C'est là que vivait Emily Carter, une adolescente de 14 ans que personne ne connaissait vraiment. La famille Carter n'était plus que l'ombre d'elle-même depuis la mort brutale de Lisa Carter, la mère, emportée en quelques mois par une leucémie agressive. Avant, la maison vivait du rire des enfants, du parfum de la tarte aux pommes et des baisers sur le front au moment du coucher. Mais tout cela s'était éteint. Brutalement. Comme si quelqu'un avait tiré la prise. Le père, Robert Carter, ancien ouvrier dans une usine de pièces automobiles, avait sombré. Le jour où on lui avait remis l'urne funéraire, quelque chose en lui s'était brisé pour de bon. Depuis, il errait entre le canapé effondré du salon et le frigo vide, le regard perdu dans les murs défraîchis, une bouteille de whisky bon marché en guise de compagnon. Il ne parlait presque plus. Parfois, il marmonnait le prénom de sa femme. D'autres fois, il criait dans son sommeil, comme si les souvenirs le poursuivaient jusque dans ses rêves. Emily, elle, n'avait pas eu le luxe de s'écrouler. En une nuit, elle était passée de fille à mère, de sœur à servante, de rêveuse à pilier. Elle avait arrêté l'école sans même discuter. Qui d'autre allait préparer le petit déjeuner, vérifier les devoirs de Jacob et coiffer les boucles indomptables de Daniel? Chaque jour suivait le précédent comme une copie pâle et répétitive. À l'aube, Emily se levait avant tout le monde, grelottant dans sa chambre mal isolée, et descendait dans la cuisine glaciale. Le sol était couvert de taches anciennes, de miettes oubliées, de traces de pas humides. Elle prenait une bassine d'eau froide, une éponge râpée qui lui blessait les doigts, et elle frottait, méthodiquement. Non pas parce que quelqu'un le lui demandait. Mais parce que c'était sa façon à elle de préserver un semblant de dignité dans ce chaos. Pendant qu'elle s'agenouillait, ses frères s'installaient à table, insouciants. Ils se disputaient pour le dernier bol de céréales ou riaient d'une blague d'école. Ils n'avaient pas conscience du poids qu'Emily portait. Ils ne voyaient pas ses doigts crevassés, ses poignets enflés, ses cernes trop marquées pour une fille de son âge. Ils étaient encore enfants. Elle, non. Ses mains étaient devenues dures comme celles d'une lavandière d'autrefois. Les savons bon marché qu'elle utilisait avaient rongé sa peau, et ses ongles, toujours cassés, portaient les cicatrices du ménage incessant. Son dos, souvent courbé, la lançait dès le milieu de la matinée. Mais elle ne disait rien. Elle n'avait personne à qui se plaindre, de toute façon. Emily vivait en silence. Un silence épais, pesant, qui l'enveloppait comme une couverture grise. Elle s'était convaincue que sa douleur n'avait pas d'importance, que son rôle était de tenir debout pendant que tout s'effondrait autour d'elle. Elle parlait peu. Juste assez pour rappeler à Jacob de mettre un manteau ou pour rassurer Daniel quand il faisait un cauchemar. Elle ne riait plus depuis des mois. Elle avait appris à se faire petite. Invisible. À s'éclipser quand son père se mettait à grogner. À parler doucement pour ne pas troubler l'équilibre fragile de la maison. Chaque jour, elle effaçait sa propre présence, comme on efface une trace de craie sur un tableau. Et pourtant, dans son regard fatigué, brûlait encore une lueur. Infime. Mais réelle. Une lueur de courage obstiné. Comme une flamme que le vent ne parvient jamais totalement à éteindre. Un jour d'hiver, sec et silencieux, s'était installé sur Détroit comme un couvercle de plomb. Le vent hurlait entre les maisons décrépites, faisant claquer les volets mal accrochés, et la neige, lourde et collante, s'empilait contre les marches du perron comme une couverture que personne ne voulait. Le ciel était blanc, uniforme, presque oppressant. Emily, emmitouflée dans un vieux manteau trop court, balayait l'entrée de la maison avec un balai ébréché. Plus tôt, elle avait renversé un seau d'eau en lavant les marches, et déjà une fine couche de glace s'y formait. Elle ne voulait pas que Jacob ou Daniel glissent en sortant. Elle grattait à main nue, sans gants, les doigts bleuis par le froid. Son souffle formait des nuages devant sa bouche,
et ses jointures craquelaient sous l'effort. Elle travaillait comme elle vivait, sans bruit, sans plainte, concentrée, le regard fixé sur la tâche. C'était sa façon de contrôler ce qu'elle pouvait encore maîtriser. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à quelques mètres de là, derrière une vitre teintée d'une limousine noire garée dans la rue, Matthew Donovan l'observait. Il n'était pas un homme qu'on attendait dans ce quartier. Son costume anthracite parfaitement coupé, sa montre en or discret, son visage marqué par la réussite, tout en lui criait les hauteurs de Manhattan, les dîners d'affaires et les jets privés. Et pourtant, il était là, immobile, les yeux rivés sur cette jeune fille agenouillée dans la neige, un balai à la main et la tête baissée. Il se revoyait, lui, enfant solitaire dans une grande maison vide, nourrie de silence et d'indifférence. Et Margaret Carter, cette femme à la peau brune et aux bras chaleureux, qui venait chanter doucement à son chevet, qu'il appelait « mon petit roi » et lui racontait des histoires du Sud. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle avait donné à Matthew plus que sa propre mère ne l'avait jamais fait, de l'amour. Après sa mort, Matthew avait cherché à lui rendre hommage. Mais il était trop tard. Il avait seulement retrouvé l'adresse d'une de ses filles, Lisa Carter. Aujourd'hui, Lisa était décédée aussi. Et cette maison, c'était celle de sa petite-fille. Emily. Le nom n'avait été mentionné que brièvement dans les documents juridiques. Mais la voir, là, dans le froid, à genoux. Cela provoqua un frisson inattendu dans son dos. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait. C'était autre chose. Une reconnaissance. Un choc. Une injustice qui prenait un visage. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas encore, Matthew ouvrit la portière et descendit. Le froid le saisit immédiatement, mais il n'y prêta pas attention. Ses chaussures vernies crissèrent sur la neige gelée, tandis qu'il traversait la rue, ses pas sûrs, presque incongrus dans ce décor de misère. Il monta les marches du perron et frappa à la porte. Un grincement. Puis un souffle. Puis, enfin, la porte s'ouvrit doucement. Emily apparut, les joues rougies, les cheveux attachés à la va-vite en un chignon négligé, un pull trop grand retombant sur une épaule. Elle semblait d'abord hésitante, comme si elle s'attendait à ce qu'on vienne lui demander de l'argent, ou pire, lui annoncer un nouveau malheur. « Bonjour, vous êtes… » Matthew inclina légèrement la tête. « Matthew Donovan. Je crois que j'ai connu votre grand-mère. Margaret Carter. C'était une femme exceptionnelle. » Le prénom suffit. Emily sentit un picotement derrière les yeux. Ce nom, elle l'avait si souvent entendu dans les récits de sa mère. Margaret, la grande, la douce, celle qui aimait les pivoines et les chansons tristes. Elle hocha la tête, le cœur battant. Elle m'a élevée, ajouta Matthew. Et je voulais venir lui dire merci. Mais j'arrive trop tard, n'est-ce pas? Sa voix s'était légèrement brisée sur la fin. Emily ne répondit que d'un signe lent. Son silence était une réponse plus claire que 1000 mots. Matthew baissa un instant les yeux, comme en deuil une seconde fois. Puis il leva de nouveau le regard, cette fois plus attentif. Il la vit vraiment. Il vit les cernes violets sous ses yeux fatigués. Les mains rouges, abîmées par le froid. Le regard vif mais voilé, celui de ceux qui ne demandent plus rien parce qu'on ne leur a jamais rien donné. Il vit les gestes mécaniques de cette adolescente qui, à 14 ans, portait la fatigue d'une mère de famille. Dans le fond du salon, une voix rauque interrompit le moment. « Elle est morte. Elle nous a laissés comme tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez ?» C'était Robert Carter, la voix pâteuse, le regard trouble. Il s'appuya sur le cadre de la porte, une bouteille entamée à la main, visiblement dérangé par la présence d'un inconnu au costume trop propre. Mais Matthew ne détourna pas les yeux. Il resta calme. Il ne répondit rien à Robert. À la place, il reposa son regard sur Emily. Il ne voyait plus seulement une adolescente. Il voyait une survivante. Une version miniature de Margaret, debout là où tant d'autres se seraient effondrés. Et à cet instant précis, quelque chose changea en lui. Un déclic silencieux, mais irréversible. Une promesse sans mots. Il était venu par devoir. Mais il restait par foi. Foi en ce qu'elle pourrait devenir, si quelqu'un enfin décidait de la voir, de la croire, et de lui tendre la main.
Le lendemain matin, alors que la neige s'était changée en une pluie fine et froide, un coup discret à la porte interrompit le silence habituel de la maison. Émilie, qui pliait les vêtements de ses frères, posa les t-shirts encore humides sur le lit. Elle descendit les escaliers avec précaution, jetant un regard rapide vers le salon où son père ronflait, affalé sur le canapé, la bouteille glissant lentement de ses doigts. Sur le perron détrempé, un homme en uniforme de messagerie lui tendit une enveloppe crème, épaisse et soignée, cachetée à la cire avec les initiales MD. Il n'attendit pas de signature. Il lui fit un petit salut du menton et repartit sans un mot. Émilie resta figée quelques secondes, l'enveloppe dans les mains, le cœur battant. Elle n'avait jamais reçu de lettre, pas à son nom, pas à cette adresse, et encore moins remise par un coursier. Elle retourna dans sa chambre et referma doucement la porte. Elle s'assit sur son lit, ses genoux contre la poitrine, et, du bout des doigts, déchira l'enveloppe, lentement, presque avec crainte. À l'intérieur, un papier épais, à l'écriture soignée et élégante. Chère Émilie, j'ai vu en vous une force que je ne peux ignorer. Ma dette envers votre grand-mère est éternelle, mais c'est à vous, aujourd'hui, que je veux la rendre. Si vous le souhaitez, un chemin différent vous attend. Une école privée. Un logement décent. Une famille d'accueil choisie avec soin, avec des gens qui sauront vous écouter, vous soutenir, vous respecter. Je ne vous promets pas la facilité. Je vous propose une chance. Le reste dépendra de votre choix. MD. Elle relut la lettre plusieurs fois, le regard embué. Sa main tremblait. Son souffle était court. Elle ne savait pas si c'était de la peur ou de l'espoir, ou un mélange violent des deux. Puis, sans réfléchir, elle la plia en quatre, ouvrit la tête de son oreiller, et la glissa dessous, comme un secret sacré. Comme un bijou trop précieux pour être montré. Pendant 3 jours, elle n'en parla à personne. Le matin, elle se levait comme d'habitude. Elle préparait les céréales de Jacob, coupait les croûtes des tartines de Daniel, lavait le sol de la cuisine à genoux, regardant le carrelage comme si chaque carreau contenait une réponse. Elle se forçait à rester dans cette routine rassurante, comme si refuser de penser à la lettre la protégeait d'un choix trop grand pour elle. Mais chaque nuit, quand la maison s'endormait, elle glissait la lettre sous ses doigts, la touchait, la relisait en silence, les larmes coulant sans bruit sur ses joues. Une question revenait sans cesse. Et si c'était vrai? Et si ma vie pouvait changer? Le 4e matin, elle se leva plus tôt que d'habitude. Le froid mordait encore, mais quelque chose avait changé dans l'air. Elle descendit à la cuisine, prit le sac de pommes de terre et un vieux couteau ébréché, et s'installa à la table. La radio, comme toujours, grésillait en bruit de fond, mais elle n'écoutait pas. Son regard glissa lentement vers la fenêtre. Le ciel, pour la première fois depuis des semaines, était clair. Un bleu pâle, timide, mais réel. Il n'y avait plus de pluie, plus de neige. Juste une lumière froide mais douce, qui baignait la pièce d'une clarté inhabituelle. Elle s'arrêta de couper. Elle posa le couteau. Ferma les yeux. Et dans le silence de la cuisine, elle murmura, d'une voix presque inaudible. « Maman, si tu m'entends, je vais dire oui. » Ses mains tremblaient encore. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de détermination. Ce mot, oui, venait de loin. D'un endroit en elle qu'elle croyait éteint. Mais il était là. Et il venait de changer son destin. La transition fut difficile. Émilie quitta Détroit un matin gris, emportant dans un sac usé quelques vêtements et un vieux carnet de sa mère. Elle ne pleura pas en quittant la maison. Mais son cœur, lui, semblait s'arracher à un monde qu'elle connaissait trop bien. Jacob et Daniel l'avaient serré dans leurs bras sans vraiment comprendre ce que cela signifiait. Robert, son père, n'était pas là ce matin-là. Il n'avait pas voulu l'être. Elle fut conduite jusqu'à Ann Arbor, une ville plus calme, plus verte, plus rangée. Là, dans une rue bordée d'érables, elle découvrit une maison aux porches fleuris et à l'odeur de pain chaud. C'était le foyer de Mrs. Lynn Bradford, une femme veuve, aux cheveux d'argent et au regard doux, ancienne professeure de lettres à l'Université du Michigan. Elle n'était pas riche. Mais elle avait un cœur vaste, des mains qui savaient consoler, et une patience infinie. Dans cette maison,
Émilie découvrit pour la première fois ce que signifiait la sécurité. Une chambre rien qu'à elle, tapissée de livres en tout genre, avec une lampe de chevet qui ne clignotait pas. Un lit chaud, un bureau en bois, une fenêtre par laquelle on pouvait voir les étoiles la nuit. Chaque jour, Mrs. Bradford préparait du thé et lisait à haute voix des passages de Virginia Woolf ou de Toni Morrison. Elle ne posait pas trop de questions. Elle attendait qu'Émilie parle d'elle-même. Et Émilie, peu à peu, recommença à écrire, à lire, à sourire. Le retour à l'école fut un choc, au début. Les premiers jours, elle se tenait au fond de la classe, silencieuse, vêtue de pulls délavés et de jeans trop larges. Mais dès que les premiers devoirs furent rendus, les enseignants comprirent. Son intelligence vive, sa logique claire, sa soif d'apprendre, tout transparaissait. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, c'était toujours juste. Elle analysait des textes avec une maturité rare, posait des questions sur l'histoire des lois, sur les droits, sur les systèmes oubliés. Elle voulait comprendre le monde qui avait permis sa souffrance, et comment elle pouvait, un jour, en changer les règles. Matthew Donovan, lui, suivait tout de loin point et elle ne venait pas. Il n'envahissait pas. Mais il savait. Chaque trimestre, un dossier arrivait sur son bureau, bulletins, notes, remarques, photos officielles de classe. Il les lisait avec la rigueur d'un financier, mais le cœur d'un père. Il n'avait pas d'enfant. Il n'en voulait pas. Mais Émilie était devenue, sans qu'il ne s'en rende compte, sa plus grande œuvre. Il ne voulait pas qu'elle se sente redevable. Il voulait simplement protéger le chemin, sans jamais s'y imposer. Les années passèrent. À 18 ans, Émilie décrocha une bourse complète à l'Université de Columbia, à New York. Elle étudia le droit et les politiques sociales, fascinée par les rouages du système. Elle voulait comprendre comment des enfants pouvaient être oubliés, comment des familles sombraient sans que personne ne tende la main. Elle voulait devenir celle qui réécrit les règles. À 26 ans, elle fut élue l'une des plus jeunes membres du Comité national de réforme de la protection de l'enfance. Son nom circulait dans les journaux spécialisés, dans les couloirs du Sénat. On disait d'elle qu'elle avait une façon unique de parler, douce, mais ferme. Claire, mais bouleversante. Un soir de printemps, dans un gala new-yorkais organisé par une fondation pour l'éducation des filles, Émilie prit la parole. La salle était bondée. Des journalistes, des bienfaiteurs, des politiciens, tous vêtus de noir et de lumière. Émilie monta sur scène, élégante, les cheveux relevés, dans une robe sobre. Elle tenait un petit discours plié dans la main, mais elle ne le lut pas. Elle leva les yeux. Et parla. J'ai grandi en lavant des sols pendant que mes frères mangeaient. Je n'étais pas maltraitée. Mais j'étais invisible. Invisible pour l'école. Invisible pour l'État. Invisible même dans ma propre maison. Puis, un jour d'hiver, un homme est venu. Il ne m'a pas sauvée. Il ne m'a rien imposé. Il m'a tendu la main, et il m'a laissé choisir. Ce n'est pas l'argent qui change une vie. C'est le regard. Le regard qui dit « Je te vois ». Elle se tourna alors vers le premier rang. Là, assis au centre, droit dans son fauteuil, Matthew Donovan fixait la scène. Il était resté discret toute la soirée. Mais à cet instant, ses yeux s'emplirent de larmes. Des larmes silencieuses, mais visibles. Parce que tout le monde regardait Émilie, et en elle, il voyait lui. L'homme qui avait vu une reine, là où les autres ne voyaient qu'une servante. Après ce soir-là, Émilie Carter lança la fondation Margaret Point en hommage à celle par qui tout avait commencé. Une organisation qui finançait l'éducation, le logement, l'accompagnement émotionnel de jeunes filles perdues dans les quartiers oubliés des États-Unis. Celles qu'on appelait « à risque », elle les appelait « promesses ». Matthew devint son partenaire silencieux. Jamais sur les photos, jamais dans les discours. Mais toujours là. Dans les budgets, les structures, les connexions. Un jour, un journaliste demanda à Émilie, dans une interview. « Qui est cet homme pour vous ?» Elle répondit simplement. « C'est celui qui m'a vu. » C'est tout. Et c'est énorme.